Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jahazi le podcast du site d'histoire-géographie de l'Académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des inspecteurs, des enseignants ou des formateurs spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. Jahazi le podcast, c'est ensuite le moyen pour notre discipline, dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles, de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. Jahazi le podcast se veut enfin un instrument d'auto-formation professionnelle conçu comme un écho des stages organisés dans le plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Paula Dolci. Je tiens à vous remercier chaleureusement au nom de Madame Laetitia Fayol, inspectrice d'histoire-géographie, et au nom de toute l'équipe des chargés de mission et formateurs académiques, d'être présente avec nous. Alors, Paula Dolci, vous êtes agrégée et docteur en géographie, vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon, vous êtes attachée temporaire d'enseignement et de recherche en géographie au sein de l'Université Gustave Eiffel, et vous êtes chercheuse associée à l'UMR Ardev de l'Université Paul Valéry Montpellier 3 et à l'UMR Innovation de l'INRAE de Montpellier. Vos travaux de recherche portent sur les mouvements du retour à la Terre en Italie. Pour animer ce podcast avec moi aujourd'hui, il y aura Clément Camouly-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Alors, Paula Dolci, nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer donc votre domaine de recherche, à savoir la ruralité. Et donc, ma première question introductive sera, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené à vous spécialiser dans ce domaine de recherche? Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Alors pour commencer, si j'ai été amenée à faire de la géographie, je dirais que c'est parce que c'est une discipline qui permet tout simplement de regarder autour de soi et de comprendre voilà, à travers le paysage et à travers voilà, l'espace qui se présente à la vue, beaucoup en fait, de phénomènes et de facteurs voilà, qui se traduisent en fait dans l'espace. Et du coup, voilà, moi j'ai choisi la géographie pour ça. Ça permettait de faire la synthèse entre énormément de disciplines. Et ensuite, si je me suis spécialisée dans ce sujet de recherche, donc du retour à la Terre, c'est parce que bon, il y avait une combinaison d'intérêts scientifiques et personnels, mais on va dire que donc, le retour à la terre, hein, sur lequel porte ma thèse, c'est un phénomène en fait d'installation en agriculture de nouveaux arrivants, nouveaux entrants, des personnes qui généralement viennent de la ville et qui décident de se convertir en fait en agriculture. Quand on parle en fait de retour dans cette expression, c'est un sens qui est avant tout métaphorique parce qu'en fait pour la plupart des gens c'est un retour qui est plus fantasmé qu'effectif, puisque la plupart des personnes n'ont pas d'origine rurale ou agricole. Et c'est un phénomène en fait qui m'a interpellée parce que il s'inscrit vraiment dans un contexte de remise en cause du modèle de développement économique, urbain, industriel, dans un contexte de crise écologique et aussi voilà, avec des questions de quête aussi existentielle. Et donc voilà, donc l'idée en fait de ma thèse, c'était de montrer comment s'effectuent ces installations, comment est-ce que quand on n'est pas issu du milieu agricole et quand on arrive de la ville, comment est-ce qu'on s'installe en fait et qu'on devient agriculteur, paysan, avec quels moyens, voilà, quelles ressources, quels projets et aussi quelles difficultés. Et donc ma thèse a montré que ces installations s'effectuaient de manière extrêmement progressive, extrêmement bricolée, et qu'elles donnaient lieu aussi à beaucoup de compromis, parfois des contradictions. Puisqu'il s'agit voilà, de faire avec des ressources qui souvent sont très limitées, hein, sur le plan financier, sur le plan foncier, aussi sur le plan cognitif. Donc voilà, il s'agit de voir comment est-ce qu'on se débrouille avec ça.
sachant qu'une partie des installations que j'ai étudiées en Italie se sont effectuées de manière assez informelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une création classique d'exploitation déclarée pour certaines. Donc voilà, l'un des résultats, je pense, centraux de ma thèse, c'est justement de montrer que dans la mobilisation en fait, de ces ressources, les ancrages sociaux et territoriaux des individus jouent un rôle central, euh, comme par exemple le fait d'appartenir à un territoire, d'avoir des origines en fait dans un territoire, d'appartenir en fait à un réseau social. C'est quelque chose qui ouvre des portes pour obtenir de façon concrète des ressources, comme sans forcément passer par une transaction financière, comme par exemple accéder au foncier, voilà, ou accéder à des savoirs, tout un tas de choses nécessaires, ou comme par exemple former un réseau de commercialisation pour créer ses propres débouchés. Donc voilà, donc c'est l'idée de ma thèse, hein, c'était vraiment finalement de mettre aussi en lumière un phénomène qui est largement invisibilisé encore aujourd'hui, puisqu'on ne dispose pas de statistiques pour identifier en fait ces profils. Donc on sait que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, mais plus sur le plan en fait qualitatif, parce que on en parle de plus en plus. C'est une aspiration montante en fait chez beaucoup de gens depuis voilà, avec la sensibilité aussi écologique, donc depuis une bonne dizaine d'années, même plus. Mais on n'a pas pour autant de statistiques. Donc l'idée, c'était de mettre en lumière un peu ce mouvement, et notamment parce que c'est un mouvement qui se fait complètement en décalage avec les dispositifs de soutien donc institutionnels et donc d'aide financière. Parce que, enfin, en tout cas, les installations que j'ai étudiées, pour la plupart, sont non aidées parce que on est sur justement des projets, mais aussi des profils qui sont en inadéquation avec ceux qui sont pensés pour voilà, l'installation en agriculture de jeunes agriculteurs qui doivent répondre à tout un tas de critères et qui sont vraiment pensés pour la transmission finalement intrafamiliale. Donc voilà, donc il y avait aussi cet enjeu-là voilà, de montrer que en fait, il y a aussi des besoins qui sont montants pour des acteurs qui seront, enfin, je pense, dont on a vraiment besoin pour accomplir la transition agroécologique, et surtout pour le renouvellement de la population agricole qui est en crise, que ce soit en Italie ou en France, hein, puisqu'il y a voilà, une chute drastique du nombre d'agriculteurs d'année en année. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, pourquoi avoir choisi de travailler sur un terrain comparatif entre la France et l'Italie? J'ai travaillé uniquement sur l'Italie. Je connais bien la France à travers la littérature et aussi des expériences personnelles, mais ça n'a pas fait l'objet d'un terrain à proprement parler. Donc, par contre, j'ai étudié deux territoires différents en Italie, qui sont la Sardaigne et une partie du centre de l'Italie. Et de manière à voilà, avoir une démarche un peu de croisement de deux types d'espaces ruraux différents, entre d'une part un espace rural plutôt insulaire et périphérique, et l'autre mieux inséré. Mais après, pour la question de l'Italie, alors il y avait en même temps le fait que dans tous les travaux qui avaient été faits sur les migrations vers les espaces ruraux, finalement, l'Europe du Sud était sous-représentée. L'Italie était peu étudiée, mais en fait, l'ensemble aussi des pays d'Europe du Sud. Et en fait, toute la littérature dont on disposait, qui a produit en fait des concepts comme l'immigration d'aménité ou la contre-urbanisation, ont été pensés à partir d'espaces plutôt anglo-saxons. Et donc ici, il y avait l'idée de confronter un peu ces concepts aussi au contexte italien, dont j'avais l'hypothèse aussi qu'il y avait du coup un rapport à la ruralité différent par les pratiques, les représentations,
voilà, aussi dans les relations ville-campagne, dans l'historique aussi des migrations vers le rural. Et donc voilà, il y avait l'idée de un peu défricher toutes ces questions-là sur lesquelles on avait écrit plutôt en Europe du Nord et en France, et de voir en fait comment est-ce que ça se traduisait en Italie, sachant que voilà, alors que on a l'habitude de penser ça vraiment penser les liens entre rural et urbain en termes vraiment d'opposition dans la littérature française. En Italie, c'est vrai que j'avais un peu plus l'hypothèse de forme de continuité en fait entre les deux, enfin, notamment en tout cas dans les pratiques et les liens familiaux, euh, puisque voilà, il me semblait que dans les parcours des individus, il était extrêmement courant en fait d'avoir une terre familiale, d'avoir voilà, une pratique, une connaissance en fait des espaces ruraux et de l'agriculture qui était beaucoup plus poussée, et donc qui fournissait en fait voilà, un contexte différent pour ce phénomène. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. Tu as commencé à en parler justement parce que tu opposais ville et campagne dans ce que tu viens de dire. Alors, et justement, est-ce que, première question, tu pourrais rappeler ce que c'est qu'un espace rural, ce que c'est que la ruralité? Et du coup, question suivante, est-ce que finalement un espace rural est l'opposé ou l'exact opposé d'un espace urbain? Alors oui, disons qu'on peut dire que la définition un peu générique de l'espace rural, c'est que c'est un espace de faible densité de population et de bâti. Alors après, les seuils varient énormément selon les pays, les contextes, aussi les époques. C'est un objet qui est très difficile à saisir. Mais donc voilà, c'est vraiment caractérisé par cette faible densité et la prédominance en fait du couvert naturel et agricole. Mais je dirais que pour le penser, ce qui caractérise vraiment la ruralité pour moi, en tout cas dans les pays industrialisés, c'est vraiment ce couple faible densité et dispersion des lieux qui implique de fortes mobilités, et que du coup, l'un des enjeux de la ruralité, notamment d'habiter dans l'espace ruraux, c'est de faire avec la distance. Et du coup, on a l'habitude de penser vraiment de manière dichotomique ces deux espaces avec, d'une part, il y aurait la ville qui combinerait à la fois les fortes densités et aussi de la diversité. Ça, c'est la définition de Jacques Lévy et Michel Luceau dans le dictionnaire de la géographie des villes. Et de l'autre, voilà, les espaces ruraux qui, eux, combineraient faible densité, mais aussi du coup faible diversité. Et c'est des ensembles qui étaient relativement faciles à distinguer jusqu'au XXe siècle et enfin, grossièrement jusqu'à l'après-guerre. Mais avec l'étalement urbain et la périurbanisation, qui a été permise par l'explosion des mobilités individuelles et en particulier par l'automobile, la démocratisation de l'automobile, en fait, les limites de la ville et de la campagne ont été brouillées. Et c'est l'historienne de l'architecture Françoise Choët qui parle justement du paradoxe de la mort de la ville, mais du triomphe de l'urbain, c'est-à-dire que la ville telle qu'on la pensait comme une entité voilà, clairement définie, un centre voilà, bien délimité, finalement disparaissait sous cet étalement urbain, mais dans le cadre d'une société, d'un espace qui s'urbanise complètement. Et, et donc la définition de l'espace rural dans ce contexte, c'est quelque chose qui taraude les géographes depuis des décennies. Et je renvoie pour cela aux articles de Nicole Mathieu, il y a deux articles qui évoquent justement la notion de rural en France des années 50 à aujourd'hui, enfin aux années 90. Et qui retranscrit justement toutes ces évolutions de la façon dont on a pensé ces catégories de rural et d'urbain. Sachant que voilà, la question qui se pose maintenant, enfin en tout cas qui s'est surtout posée dans les années 90 aux géographes, c'est voilà, comment définir le rural à l'heure de l'urbanisation
des modes de vie, à l'heure de l'hypermobilité, à l'heure aussi où les mutations des systèmes agricoles font que voilà, la population agricole est devenue très minoritaire dans les espaces ruraux. Donc voilà, il y a beaucoup de mutations qui ont vraiment interrogé en profondeur cette catégorie rurale, au point que dans les années 90, certains géographes ont défendu l'idée d'une urbanisation totale en fait, de la France, et comme quoi la population serait entièrement urbaine, puisqu'elle partageait les mêmes modes de vie. Et je renvoie notamment à l'article Oser le désert de Jacques Lévy, qui est en fait qui est un pamphlet, mais donc sorti en 1994, et voilà, qui pose la question de mais pourquoi finalement s'obstiner à aménager, à équiper, à lutter contre la désertification des espaces ruraux, et pourquoi ne pas assumer de les voir comme des réserves finalement de nature et de loisirs pour les urbains, puisque voilà, enfin, oser finalement, voilà, oser la désertification, oser laisser faire ces processus. Donc voilà, donc c'est en fait des questions qui sont en fait toujours en débat, et qui font que c'est un champ particulièrement aussi intéressant. D'accord. Alors, si je peux me permettre une question pour rebondir sur ce que tu as dit. Donc, tu nous as bien effectivement expliqué ce que c'était que la ruralité et que les espaces ruraux. Mais alors, du coup, en ville, on peut avoir de l'agriculture, par exemple. Pourtant, est-ce qu'on aura de la ruralité en ville? Je pense par exemple aux fermes urbaines d'Étroit, ou est-ce qu'il pouvait exister dans l'ex-Allemagne de l'Est, avec les jardins communautaires, jardins partagés. Est-ce qu'on peut avoir, si ce n'est de la ruralité en ville, au moins des éléments de ruralité en ville? Alors, je pense que c'est surtout que, en fait, on a souvent eu tendance à assigner la ruralité à l'agriculture, à l'activité agricole. Or, en fait, l'activité agricole est une des fonctions du milieu rural, et qui s'est renforcée en fait, justement dans l'après-guerre. Il y a une spécialisation en fait des espaces ruraux qu'on a finalement limité un peu à leur fonction productive dans la façon de les voir et dans la façon de les aménager. Mais la ruralité ne se réduit absolument pas à cette activité agricole. Et donc, le fait que l'agriculture urbaine se développe, ça reste finalement une activité en milieu urbain, c'est-à-dire qui prend lieu dans un espace justement de forte densité humaine, de forte densité de bâti, qui implique voilà, en fait, des organisations et des pratiques qui sont propres. Donc voilà, je dirais que ça, c'est pas quelque chose qui pose vraiment la question de la ruralité en ville. Et ouais, je voulais dire autre chose, j'ai oublié. C'est pas grave, ça te reviendra. Oui, et non, mais juste, voilà, et aussi rappeler que l'agriculture en fait urbaine est aussi finalement quelque chose qui a longtemps existé et qui a disparu au cours du XXe siècle, mais et qui revient un peu, enfin, voilà, sous des formes, sous différentes formes aujourd'hui, mais qui, enfin, historiquement aussi a toujours été présente en ville et à ses abords. Alors, pour continuer justement sur cet espace rural, est-ce que vous pourriez préciser justement les spécificités de ces espaces ruraux en termes de paysage, en termes d'économie, en termes de culture ou en termes social? Alors, oui, donc en termes de paysage, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est caractérisé par la prédominance de couverts végétal et naturel. Et ce sont des paysages qui, pour la plupart, hein, sont extrêmement construits et anthropisés, hein, notamment pour les paysages agricoles, qui sont aménagés du fait de la présence voilà, humaine depuis des siècles. Et dans les espaces ruraux, il y a aussi des espaces qu'on
va qualifier de naturels, mais qui là aussi font l'objet d'aménagements, notamment quand ils sont protégés. Donc voilà, la nature n'est jamais complètement naturelle, hein, dans ces espaces ruraux, enfin du moins pour en France. Et ensuite, en termes d'économie, les espaces ruraux sont caractérisés en fait par leur multifonctionnalité, c'est-à-dire qu'on a à la fois toute une économie qui relève de la fonction résidentielle et on va parler d'économie présentielle par exemple, donc ils sont liés justement aux services nécessaires au maintien d'une population sur place, aux activités en fait de résidence. Mais aussi aux activités touristiques et récréatives, hein, donc c'est une des fonctions extrêmement importante des espaces ruraux aujourd'hui, qui fait que finalement, ce qui est devenu ressource avec la mise en tourisme de ces espaces, notamment à partir des années 70, 80, c'est finalement le paysage qui fait ressource. Et donc, l'enjeu aussi, c'est de protéger ce paysage, ce qui aussi peut conduire du coup à des conflits d'usage quand, par exemple, il y a des projets d'aménagement comme des éoliennes qui peuvent affecter ce paysage qui pourtant est devenu la ressource pour mettre en valeur un territoire sous forme touristique ou sous forme justement parce que voilà, des personnes vont y acheter une résidence secondaire. Donc ça, c'est vraiment devenu un pan de l'économie, une fonction extrêmement importante des espaces ruraux. On y trouve aussi une fonction industrielle, hein. Dans les activités productives, il n'y a pas uniquement l'agriculture. Donc des formes aussi industrielles qui sont anciennes. Et enfin, dernière fonction, c'est la fonction environnementale, qui là aussi fait l'objet d'une reconnaissance en fait dans l'aménagement du territoire notamment depuis les années 90, avec toute la question voilà, des dispositifs de protection, mais aussi des services environnementaux, et notamment le fait que voilà, on reconnaisse à l'agriculture alors, je ne vais pas dire la mission, mais en tout cas son rôle aussi dans le maintien des paysages, dans aussi la gestion écologique. Qui fait que voilà, depuis les années 90, aussi avec la réforme de la PAC, voilà, les agriculteurs peuvent avoir aussi des subventions pour accomplir ce rôle-là. Donc voilà, donc ça c'est plutôt au sujet des fonctions et donc de l'économie. En termes de population, je ne sais pas si je développe maintenant, mais ce qu'on peut dire, c'est que celle-ci aussi a largement évolué entre... alors, l'exode rural a pris fin plus ou moins dans les années 70, enfin, en France, avec des variations hein, selon les régions. On observe vraiment à partir des recensements, justement fin des années 70-80, les premières reprises démographiques à ce moment-là. Et depuis, en fait, les espaces ruraux sont globalement attractifs, mais attractifs pour alors des populations qui sont, alors pas mal des populations retraitées, hein, ce qui va contribuer aussi à renforcer le phénomène de vieillissement des espaces ruraux, sont attractifs aussi pour voilà, des ménages en recherche d'une meilleure qualité de vie, souvent en lien avec le maintien d'un emploi et de tout un ensemble d'activités dans le centre urbain à proximité. Et en tout cas, c'est cette reprise en fait démographique qui est liée à davantage à des apports migratoires. Elle conduit à une diversification en fait de la population qui s'était finalement réduite avec l'exode rural. Et donc voilà, on observe des recompositions sociodémographiques importantes en fait dans les espaces ruraux. Alors merci. Pour poursuivre encore une fois sur cette question, sur la question des acteurs,
Pourquoi au final des femmes, des hommes choisissent-ils de quitter ces espaces ruraux ou au contraire d'y revenir et de les réinvestir? Alors, eh bien, principalement pour des raisons d'aspiration en termes de qualité de vie, puisqu'on observe en fait, en tout cas dans les pays industrialisés, vraiment un renversement des représentations, ou en tout cas des représentations extrêmement positives attribuées aux espaces ruraux depuis les années 70, pratiquement 80. Hein, on parle d'idylle rurale pour qualifier justement tout cet ensemble de représentations positives, de valeurs attribuées au rural, qui apparaît comme un lieu associé à la liberté, associé à la tranquillité, à la santé, à la beauté. Donc, c'est c'est vraiment des aspirations en termes de qualité de vie. Mais pas seulement, c'est aussi, mais ça peut-être que je vais y revenir plus tard, mais c'est un peu l'objet de ma thèse, c'est-à-dire que on n'est pas uniquement sur justement des migrations d'agrément avec la recherche uniquement d'un cadre de vie résidentiel. Il y a aussi donc une partie de ces acteurs et nouveaux résidents qui considèrent l'espace rural vraiment comme aussi le lieu d'une activité productive, donc via par exemple la création d'une activité agricole ou la création d'une activité artisanale ou de services, enfin, d'entreprises. C'est aussi un espace qui, alors ça c'est plus ce que j'ai étudié dans ma thèse, c'est-à-dire que dans la mesure où la société s'est industrialisée, urbanisée, modernisée, l'espace rural est devenu le lieu en fait de projection aussi utopique, puisque il apparaît comme l'à côté un peu du modèle dominant. Et voilà, et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les représentations, en fait, dès le début du XXe siècle, le fait que l'espace rural devient un ailleurs support d'utopie. Et donc, dans cet ailleurs, il y a des possibilités qui s'offrent justement du fait de ces faibles densités, du fait d'être un peu à côté et moins visible. C'est aussi un lieu d'expérimentation possible, d'innovation sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des modes de vie. Et donc voilà, et notamment dans le contexte de la crise écologique et de recherche d'expérimentation de modes de vie non capitalistes, autonomes, écologistes. Et donc voilà, donc les acteurs du retour à la Terre que j'ai étudiés s'inscrivent complètement dans ce mouvement. Et c'était intéressant de voir justement pourquoi est-ce que c'était les espaces ruraux aussi qui étaient choisis. Enfin, qu'est-ce qu'ils permettent en fait de faire, parce que aussi c'est des lieux de ressources qui permettent aussi de contourner aussi parfois dans une certaine mesure la ressource financière, le fait de dépendre uniquement de son salaire ou de ce qu'on gagne pour pouvoir vivre. L'espace rural permet aussi de produire, de prélever des ressources naturelles. Enfin, voilà, il y avait un peu toutes ces dimensions-là qui étaient intéressantes à voir. Mais concernant les mouvements de retour, voilà, peut-être ce que j'aurais dû dire au début et préciser, c'est que, en tout cas en France et dans la plupart des pays industrialisés, les premières vagues en fait de retour à la terre et plus globalement, enfin de migration vers les espaces ruraux, datent de l'après mai 68, donc du début des années 70. Et depuis, alors c'est l'historienne Catherine Rouvière qui a identifié différentes vagues, en tout cas pour ce qui concerne la France, parce qu'en fait, finalement, ces migrations n'ont jamais cessé, mais elles ont pris des formes différentes et ont été portées par des acteurs aussi avec des profils et des intérêts différents depuis les années du coup 70.
Mais en gros, au début des années 70, on avait plutôt la forme utopiste, communautaire, généralement avec une durée de vie très éphémère qui a touché davantage les moyennes montagnes méridionales, type Ardèche, Cévennes, Ariège, Drôme, etc. Avec donc une durée de vie très limitée, qui ont été elles-mêmes après remplacées par plutôt des installations individuelles avec une vocation à vraiment s'implanter, donc des néo-ruraux, mais qui créent vraiment une exploitation biologique, qui insérée, dont l'objectif est vraiment d'avoir une viabilité économique pour rester, pour se maintenir. Et donc en général, ce sont des personnes aussi dont la présence a eu une influence sur les territoires, notamment sur le plan politique, parce que ce sont des personnes aussi qui sont investies politiquement, localement, dans aussi les luttes écologiques, les dispositifs de protection, etc. Et voilà. Et ensuite, la vague, on va dire, suivante, qui date plutôt des années 80-90, elle concerne davantage des ménages qui vont chercher le cadre de vie rural, mais maintiennent un emploi et leurs activités en ville. Et parmi ces personnes-là, on a observé aussi une partie de finalement nouveaux habitants précaires, relégués en fait des villes, qui venaient chercher dans les espaces ruraux un espace un lieu de vie moins coûteux, notamment dans l'accès à l'immobilier, dans l'accès avec un peu la croyance que les solidarités seraient plus fortes en milieu rural. Et sauf que souvent les contraintes justement liées à la mobilité et au coût de la mobilité sont sous-évaluées. Voilà, donc ce qui fait que voilà, c'est aussi finalement le milieu rural peut renforcer aussi la précarité. Mais donc ça, c'est un peu un phénomène qui a été observé à partir des années 90. Et voilà, et je dirais que la dernière vague, hein, qui est mentionnée aussi par l'historienne Catherine Rouvière, c'est un peu celle que j'ai étudiée des nouveaux, des néo-paysans, des nouveaux, on va dire, utopistes. Voilà, mais voilà, finalement, c'est pas c'est aussi plein de vagues. Enfin, en même temps, elles se succèdent dans le temps, mais surtout, elles coexistent aussi dans le temps. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, quand tu parles de néo-paysans, moi j'ai une image un petit peu cliché qui vient directement à l'esprit. C'est le film avec Emmanuel Seigné qui s'appelait Une hirondelle a fait le printemps, il me semble, où Emmanuel Seigné justement était une jeune cadre au début des années 2000, professeure d'informatique en banlieue parisienne, et elle décide un peu du jour au lendemain justement d'aller d'abord de reprendre des études afin de pouvoir devenir agricultrice, et ensuite elle s'installe dans une ferme, alors je ne sais plus quelle était la finalité exacte en fait productive de la ferme, mais bon, tout le film finalement tourne autour de l'arrivée de cette jeune femme dynamique, milléniale entre guillemets, et qui est confrontée à un vieil agriculteur un peu bougon. Bon, voilà. Bon, l'idée un petit peu de cliché qui me vient à l'esprit, mais effectivement, c'est un exemple que j'utilisais avec mes élèves pour bien montrer finalement que les populations rurales, au-delà du cliché, ce sont également, comme tu le disais, des jeunes finalement, et des jeunes dynamiques. Autre chose, un élément que tu as dit qui m'a fait penser à quelque chose qu'on a vécu récemment, c'est la crise du Covid. On a vu au tout début de la période de confinement beaucoup de personnes qui habitaient en ville, notamment des Parisiens, histoire d'être bien dans le cliché, qui très rapidement ont décidé en fait de quitter Paris, de quitter les zones urbaines pour aller entre guillemets, réfugier à la campagne, dans les zones rurales, parce qu'ils avaient cette idée que dans les zones rurales,
la vie serait moins dure pendant la période de confinement. Alors, je ne sais pas si effectivement, si tu confirmes ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a fait penser. Mhm. Alors bah oui, c'est vrai que pendant le confinement, les espaces ruraux ont été à nouveau mis sur le devant de la scène du fait de cette voilà, aspiration résidentielle. Alors, c'est vraiment un phénomène qui demande à être étudié parce que on en a beaucoup parlé, ça a été très médiatisé, comme quoi voilà, c'est le retour à la campagne. Sauf que ce qui apparaît, alors, et là je renvoie à un article notamment apparu dans Libération d'Aurélie Delage et d'autres auteurs. Ce qui semble apparaître, c'est que on a moins un retour en fait au rural, enfin un retour, une installation pérenne de ces urbains dans les campagnes que une augmentation d'achats de résidences secondaires qui a pour effet aussi de renforcer des phénomènes de gentrification qui peuvent avoir lieu aussi qui ont lieu dans les espaces ruraux, hein, c'est-à-dire augmentation des prix de l'immobilier qui compromettent l'accès au logement aussi des populations locales. Et voilà, parce que finalement, on est moins sur un changement de lieu de résidence que des formes, soit de résidence secondaire avec maintien de la résidence principale à Paris, soit sous des formes un peu de poly, d'habitat, on va dire, multilocalisé, enfin, entre les deux. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui demande vraiment, je pense, à être étudié avec un peu de recul. Très bien, merci. Alors, peut-être une autre question, pareil, pour rebondir sur ce que tu disais sur les néo-ruraux, justement. Donc, si j'ai bien compris, ces urbains qui décident d'aller s'installer, parfois qui se font construire des maisons, peut-être dans des lotissements. Est-ce que ces gens qui justement vont s'installer à la campagne, parfois pour être en pleine nature ou être entourés de nature, est-ce qu'ils ne font pas reculer le rural, justement, en favorisant la construction? Ben, disons que là, je pense que c'est quelque chose qui demande à être euh, disons spatialisé, parce qu'en fait, justement, c'est là que ça pointe un peu toute euh, la, la difficulté aussi à saisir le rural entre ses différentes formes, et notamment entre le rural soumis à sous influence périurbaine et les formes de rural plus lointaines, moins denses. Euh, et, euh, et en effet, on peut dire que les personnes qui vont s'installer en périphérie des villes et dans des lotissements euh, participent en fait à leur artificialisation, mais là on est plutôt, euh, on trouve plutôt ça dans les abords en fait des villes et en effet autour des noyaux villageois, mais de villages un peu dans la sous influence périurbaine. Et, euh, et je dirais que les personnes qui s'installent vraiment dans le rural plus reculé sont aussi sur des choix en fait de vie, d'aspiration qui vont davantage chercher en fait des logements anciens, ou alors enfin, on a moins de phénomènes de construction dans ces zones-là, du fait aussi que le bâti disponible est plus important. Donc voilà, donc là, je dirais que pour répondre à cette question, il faut renvoyer en fait à la diversité du rural en lui-même et des différents types d'espaces ruraux. Alors, pour continuer un petit peu sur les néo-ruraux, moi, quand on a parlé de ruralité, en fait, ça m'a rappelé un fait, pas un fait divers, mais un fait d'actualité d'il y a quelques années d'un couple de retraités qui avait fait un procès parce que le coq de leur voisin faisait trop de bruit le matin. Et du coup, ça m'a rappelé justement, est-ce que vous pourriez un peu parler de ces conflits d'usage finalement autour des différentes fonctions que certains espaces ruraux peuvent avoir entre le rural à fonction touristique et du coup ces habitants de maisons secondaires qui viennent se plaindre finalement comme
comme le fameux coq Maurice, je crois qu'il s'appelait, qui chantait trop tôt, quoi. Oui, alors il me semble que c'était sur l'île d'Oléron en plus, cette procès du coq Maurice. Mais oui, il était assez emblématique des conflits, tout en étant médiatisé, je pense, de manière. Mais disons que, alors, toutes les différentes fonctions mentionnées tout à l'heure, occupées par les espaces ruraux, entre la fonction résidentielle, fonction touristique récréative, fonction productive, fonction environnementale, génèrent nécessairement en fait des conflits d'usage, puisqu'elles renvoient à des usages et aussi des acteurs qui vont porter des visions différentes. Et en particulier, on trouve alors entre les nouveaux résidents qui vont avoir voilà, une vision. Alors, je dirais que c'est davantage, on trouve davantage des conflits entre l'usage touristique et l'usage productif et aussi l'usage environnemental de protection. Et je pense notamment aux conflits dans, par exemple, les parcs nationaux, et notamment, par exemple, autour de la réintroduction, enfin, de mesures comme la réintroduction du loup ou des espèces sauvages, puisque, par exemple, dans le parc national du Mercantour, voilà, on a puis voilà, même aussi dans la Vanoise, pour d'autres raisons, on a vraiment des conflits très importants entre les acteurs économiques. Et donc, dans le parc du Mercantour, sont les éleveurs ovins, notamment, et cette fonction environnementale et touristique, puisqu'ils sont affectés par les attaques en fait des loups. Ils pointent le fait que finalement leur espace leur échappe, puisque on va en faire finalement un parc à tourisme dans lequel voilà, leur activité à eux, qui est pourtant voilà, qu'ils estiment être beaucoup plus légitime, est empêchée. Donc là, en fait, on a des formes de conflits ouais, très forts et qui renvoient aussi à l'échelle aussi bah, l'échelle d'action et finalement l'échelle aussi des acteurs qui utilisent l'espace, parce que entre voilà, ceux qui sont les habitants locaux, les acteurs économiques locaux et les personnes qui viennent, les touristes qui viennent ponctuellement visiter ce parc, bon, bah, il y a aussi voilà, qui est quel est l'usage légitime entre ces différentes populations. Très bien, merci beaucoup. Alors, si maintenant je peux un petit peu aborder le programme de troisième. En troisième, nos collègues doivent traiter des mutations des systèmes productifs et notamment le système agricole en France. Est-ce que tu pourrais peut-être rapidement nous expliquer comment les espaces agricoles français vraiment, se sont modifiés, ont changé depuis à peu près la fin de la Seconde Guerre mondiale? Quelles sont les transformations qui les ont affectés? Oui, bah, alors des transformations extrêmement rapides et profondes, puisque en gros, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est environ, il me semble, un tiers de la population active qui est encore agricole. Et aujourd'hui, hein, on est sur 1,5% de la population active agricole. Enfin, en tout cas, on a 400 000 chefs d'exploitation en France à peu près. Donc, ce qui s'est passé entre-temps, c'est le tournant productiviste qui a notamment été mis en place par les lois Pisani, hein, du nom du ministre de l'Agriculture, donc les grandes lois d'orientation agricole de 1960 et 1962, qui posent vraiment les jalons de ce modèle productiviste, donc qui repose à la fois sur le remembrement, de manière à faciliter la concentration des terres, l'agrandissement des parcelles et leur unification, qui repose aussi sur la mécanisation,
et la motorisation. Et donc ça, ce qui va notamment être voilà, financé par le plan Marshall, puis aussi par la PAC. Et aussi, troisième pilier, c'est l'usage d'intrants chimiques, donc le recours à la chimie et à la sélection aussi des espèces. Et donc, toute cette mutation va aussi être accompagnée de mesures pour faciliter le départ aussi des agriculteurs, puisque de manière à concentrer les moyens de production et à rendre économiquement viables les exploitations, puisqu'elles seront plus grandes, plus modernes, en ayant aussi des agriculteurs qui soient mieux formés. Et voilà, et tout cela s'inscrit sur fond de construction européenne et de mise en place de la PAC en 1962. Sauf que, alors ce tournant productif, ce modèle productiviste a vite montré des limites, hein, notamment en termes de crise de surproduction, et ce, en fait, dès les années 70. Ce qui conduit à réformer la PAC en 1992. Et à ce moment-là, donc c'est là où on commence à tenter de limiter, hein, ces productions avec l'instauration de quotas. Alors ça commence avec les quotas laitiers en 1984 et donc avec la réforme de la PAC, il y a aussi voilà, la demande de laisser par exemple en jachère certaines terres, etc. Et c'est avec aussi cette réforme qu'il y a un deuxième pilier qui apparaît dans la PAC, qui est celui du développement rural. Et c'est là où il y a la reconnaissance des fonctions aussi paysagères et environnementales de l'agriculture. Et donc l'introduction en fait de la multifonctionnalité de l'agriculture. Puisque en fait, avec la crise du modèle productiviste, hein, qui implique, voilà, qui a engendré, outre les crises de surproduction, aussi beaucoup de problèmes environnementaux, hein, de pollution, d'arrachage, voilà, d'atteinte à la biodiversité, d'atteinte au paysage, etc. En parallèle, donc l'agriculture aussi biologique s'est développée, la nécessité en fait d'augmenter en qualité avec des productions labellisées notamment. Voilà, c'est beaucoup développé, notamment à partir des années 90. Et donc voilà, donc là, on est un peu dans une tendance en fait de l'agriculture à être, alors je dirais peut-être polarisée parce que d'une part, le nombre d'exploitations agricoles continue de diminuer très fortement, hein, de recensement agricole en recensement agricole. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est à peu près à 400 000 exploitations aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que d'une part, on a une augmentation plutôt des sociétés agricoles avec des très fortes concentrations ou de très grandes exploitations avec des très fortes concentrations de terres et de moyens. Et par exemple, on continue en fait de soutenir ce genre d'exploitation, comme par exemple la ferme des 1000 vaches. Qui est un élevage géant, hyper mécanisé. Et de l'autre part, on a finalement une augmentation aussi des très petites exploitations, notamment biologiques, qui vont chercher la qualité, qui vont s'inscrire dans des circuits courts, de manière à reterritorialiser aussi l'alimentation. Voilà, donc en fait, on a des tendances qui coexistent et qui sont voilà, très, très différentes. Et c'est vrai que le monde agricole n'est pas du tout unifié. Oui, donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'en gros, c'était un petit peu ferme des 1000 vaches versus nos régions ont du talent, petites AOP, et voilà. Oui. C'est un petit peu ça. Très bien.
Alors, du coup, moi, question un petit peu intéressée, mais nous sommes dans les Outre-mer, on est à Mayotte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les spécificités des espaces ruraux et agricoles dans les Outre-mer? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, les caractéristiques des espaces ruraux, donc de faible densité, qui impliquent aussi qui pose du coup la question aussi de l'accessibilité aux services, de la mobilité, etc. Finalement, elles sont amplifiées par les contraintes de l'éloignement et de la discontinuité des territoires d'outre-mer. Et, et ils peuvent apparaître un peu comme, à certains égards, comme, enfin pas à la marge de la marge, mais un peu voilà, des espaces encore plus périphériques, notamment parce que les territoires d'outre-mer sont extrêmement urbains. La population est très urbaine, hein, beaucoup plus qu'en métropole. Avec des réseaux urbains aussi parfois macrocéphales, enfin, avec une grande ville comme par exemple Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, qui concentre, je crois, presque la moitié ou 40% de la population, je crois. Euh, et euh, donc voilà, donc c'est très urbanisé. Mais le poids de l'agriculture dans les espaces ruraux est encore assez important, plus qu'en métropole. C'est entre 10 et 15% des actifs. Euh, mais c'est des activités agricoles qui sont aussi en mutation, puisque traditionnellement, elles sont très liées enfin, héritées en fait de l'ancien système de plantation coloniale avec canne à sucre notamment, mais qui est en crise depuis les années 70, et donc du fait de des concurrences des pays voisins. Et du coup, on a aussi voilà, des exploitations et des surfaces agricoles en diminution. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à soutenir ces exploitations. Euh, Et si je peux me permettre peut-être une petite remarque par rapport justement à l'agriculture dans les espaces, enfin, dans les territoires d'outre-mer, on a également quelque chose qui est un petit peu moins présent en métropole, c'est justement les scandales sanitaires. Je pense notamment au scandale de la chlordécone dans les Antilles, mhm. là où les sols ont été très durablement finalement pollués et les populations ont été exposées à des substances très nocives finalement. De manière un peu cliché, on voit souvent les espaces ruraux comme effectivement un peu à la marge, un peu oubliés, peut-être un peu même à l'écart de la mondialisation. Ce qu'il ne faudra peut-être pas oublier de dire notamment aux élèves, c'est qu'en fait, ce sont des territoires qui sont mondialisés, parfois même très mondialisés. Alors, j'ai quelques exemples. Tu vas me dire si je me trompe ou si j'exagère un peu, mais par exemple, quand on voit la Beauce, par exemple, ou tout ce qui est bassin parisien, c'est un territoire très un espace très mondialisé, puisque les productions agricoles sont exportées dans le monde entier. Si on regarde par exemple les arrivées d'acheteurs chinois dans le vignoble bordelais, de même, on a une implantation internationale en fait sur ces territoires-là. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi quand même bien rappeler aux collègues et aux élèves que les territoires, enfin les espaces ruraux, les territoires ruraux, ne sont pas que des territoires oubliés, mais sont bien des territoires très insérés dans la mondialisation? Bah oui, tout à fait, hein. C'est un des aspects, enfin, ce serait finalement une représentation qu'il faudrait absolument du coup déconstruire, parce qu'en effet, on a des territoires qui sont extrêmement, enfin, qui subissent les logiques aussi de la mondialisation, autant que les métropoles. Donc, on a l'exemple, voilà, par exemple, de la Beauce avec un modèle productiviste tourné vers l'exportation, donc très important, mais on peut aussi en effet penser aux vignobles, par exemple, du Bordelais ou de Bourgogne, où là, on a vraiment la production
ou alors, oui, on peut penser sinon au vignoble du Cognac, par exemple, mais de produits de luxe qui sont finalement dans un secteur extrêmement financiarisé, qui sont rachetés par des grands groupes ou par des propriétaires étrangers, et voilà, qui participent aussi à faire aussi des cultures de rente, et donc à l'augmentation aussi, à faire de fortes pressions foncières, et qui renforcent aussi les dynamiques de gentrification qu'on peut observer, hein, notamment dans ces zones associées à des productions de luxe, mais aussi à des formes de tourisme de luxe, hein, comme par exemple le Luberon. Donc voilà, non, mais on est en effet dans des espaces qui sont complètement insérés dans les dynamiques de mondialisation. Bien, merci pour cet entretien. On va pouvoir conclure déjà en vous remerciant une nouvelle fois de nous avoir accordé cette heure d'entretien, et on l'espère d'avoir redonné un petit peu de brillant dans les yeux concernant la ruralité, hein, et concernant les espaces ruraux. Donc, vous retrouverez toutes les références sur l'article sur le site internet de l'Académie Djahazi, ainsi que cette vidéo-là qui sera évidemment postée dans cet article. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir écouté. Merci Paula Dolci, merci Merci. Clément Merci beaucoup. Abouli. Merci beaucoup.